Étant un ardent défenseur du Belxit, je ne compte pas me cacher derrière mon petit doigt en expliquant que oui, je ne suis pas un parti politique, donc je ne sais pas exactement quoi faire, oui, non, je ne suis pas un parti politique, donc je ne peux pas faire de données chiffrées ou proposer de budget, bref. Je vais vous expliquer ce qui va se passer avant, pendant et après les négociations, c'est-à-dire que je vais pour l'avant vous expliquer la stratégie que je considère comme étant nécessaire d'adopter en termes de communication et d'argumentation politique. Pour ce qui est du pendant, je vais vous expliquer quelques points clés qui vont se poser au niveau de la négociation, et pour ce qui est du après, je vais vous expliquer la politique que je pourrais considéré comme étant le plus nécessaire à mettre en œuvre en cas d'un Belxit. Si jamais un jour j'ai quelque chose à dire dans cette histoire, ce qui m'étonnerait un petit peu. Alors, pourquoi parler de la période électorale dans une vidéo sur le Belxit ? Car tout simplement, très peu de vidéos concentrent les arguments à opposer à la partie adverse quand on parle de la sortie de l'Union Européenne. Et je me permets de le faire afin justement d'éviter tout cassage de gueule de la part de gens qui défendent ces idées avec moi. Je vais donc essayer de vous compiler le maximum d'arguments sans trop m'étaler sur le sujet non plus. Alors sur ce point-là, tous les partis nationaux y passent, que ce soit l'assimilation à l'extrême droite ou au fascisme, voire la relance des vieux slogans européistes que j'ai démontés dans la précédente vidéo. Dans le débat, on va devoir faire preuve de persévérance, de calme et même de pédagogie, parce que ça va être très compliqué et on va tout faire pour essayer de nous énerver. Pour l'assimilation à l'extrême droite, c'est assez simple, on n'a qu'à expliquer que la sortie de l'Union Européenne est revendiquée par pas mal de bords politiques, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, ou même certains partis qui sont à tendance centre-gauche ou centre-droite, ça a toujours été prôné à un moment ou à un autre par tous les bords politiques dans l'histoire. Donc déjà sur ce point-là, on peut évacuer l'assimilation à l'extrême droite. Et de plus, on peut tout à fait expliquer que ce sont ceux qui proposent de ne pas respecter les traités ou les changer qui sont soit des menteurs ou des irresponsables, car ceux qui veulent changer les traités savent très bien que ce n'est pas possible, et ça je vous le réexpliquerai après, et ceux qui parlent de ne pas respecter les traités européens, un dirigeant politique dont le programme est « je ne compte pas respecter le droit », c'est soit un menteur, un irresponsable ou un futur dictateur en puissance. Et en expliquant cela, on peut tout à fait invalider les programmes des partis faussement souverainistes. Autre problème, c'est l'argument du saut dans l'inconnu, qui consiste à dire que sortir de l'Union Européenne serait tomber dans une dimension parallèle dont on ne ressortirait jamais. Bon, cet argument est facile à invalider pour un truc assez rapide en disant que déjà plein de pays ne sont pas dans l'Union Européenne et se portent déjà beaucoup mieux que nous. Il y a des exemples comme la Suisse, la Corée du Sud, j'allais dire le Nord, la Corée du Sud et d'autres pays. De plus, autre argument, on peut tout à fait expliquer que l'Union nous force à travailler avec des pays qui ne veulent pas réellement collaborer avec nous. Je pense notamment aux pays de l'Est et même à l'Allemagne. On n'a pas réellement tout... En fait, on peut travailler avec eux sur certaines matières commerciales, etc. Mais on est beaucoup trop interdépendants. Que ce soit les normes, la Cour de justice, les traités européens ou même le système Target 2, qui est une espèce de bombe à retardement, tout est fait pour nous rendre interdépendants vis-à-vis des autres, et donc on n'a plus aucune marge de manœuvre entre nous. De plus, sortir de l'Union Européenne, c'est récupérer toutes les armes économiques pour relancer notre fameuse économie, la rendre plus saine et plus efficace, et donc, à terme, obtenir une meilleure place à l'international, et donc se réouvrir sur le monde économique et même le monde politique en général. Car l'Union Européenne force les peuples européens à se cantonner au continent européen. On nous force à collaborer que entre nous. Il y a très peu de projets qui se font, depuis qu'on est dans l'Union Européenne, il y a très peu de projets qui se font par exemple avec la Russie, avec les pays émergents, ou tout autre type d'économie. L'Union Européenne, en fait, nous pousse vers un enfermement généralisé. De plus, la sortie de l'Union Européenne ne risque pas de nous projeter dans les années 50, Internet, les migrations et les nouvelles technologies ont largement fait le travail de mondialisation sociale et économique avant qu'on propose la sortie de l'Union Européenne. On peut changer l'Europe. Théoriquement, on pourrait, mais l'article 48 stipule que tout changement des traités se fait à l'unanimité des États membres. Donc, quand des partis de droite conservatrice vous parlent d'Europe des nations, ce sont des menteurs et ils ne respectent pas votre intelligence. Ils ne respectent pas votre intelligence car tout simplement, certains pays poseront leur veto et n'accepteront pas un changement des traités. L'Europe sociale ? Même problème, on en parle depuis les premières élections européennes, mais n'importe quel pays légèrement libéral sera contre, je pense même notamment à l'Allemagne et les Pays-Bas, ce sont les deux pays qui vont faire blocage sur ce projet d'Europe sociale. En fait, on ne peut pas obtenir l'unanimité des États membres. Imaginez que déjà à 6, des désaccords existaient, à 12 également, alors imaginez à 27, voire à 29, car on parle de faire entrer l'Albanie et la Macédoine dans l'Union Européenne. Alors dans les principes de la négociation, plus il y a de parties, plus le négoce est compliqué. Alors il y a une espèce de graphique que je peux vous remontrer, que j'avais montré dans la précédente vidéo, où en gros,
plus on fait attention à nos intérêts personnels, moins la négociation va bien se passer, et plus on fait de concessions, moins on arrive à conserver nos intérêts personnels. C'est le graphique win-win, lose-lose des négoces. Et le problème dans l'Union Européenne, c'est que ce ne sont pas des personnes, les personnes font pas réellement... Les personnes peuvent faire des concessions, les personnes physiques, mais un État ne fait pas de concessions, un État qui fait beaucoup trop de concessions est un État soumis, et aucun pays... mais surtout les pays européens, qui sont des pays avec des centaines, des milliers d'années d'histoire, n'ont envie de passer pour des pays soumis. Donc non, l'unanimité n'existera jamais dans le cadre des traités européens. Alors évidemment que certains pays de l'Union Européenne ont des opinions et même des intérêts convergents. Je pense notamment à l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont un intérêt à avoir une monnaie forte, à tous les pays d'Europe du Sud, notamment la France, qui ont intérêt à avoir une monnaie plus faible, à tous les pays européens faisant partie de près ou de loin au bassin méditerranéen qui ont intérêt à avoir une coopération sur l'immigration et sur l'immigration illégale. Ou même par exemple la France qui aurait tout intérêt à faire de la géothermie en eau profonde et la revendre à ses voisins européens pour se faire un peu plus d'argent, ça y a aucun problème, mais tout cela se passe par des accords bilatéraux ou alors multilatéraux, d'accord, mais avec des peuples souverains. Et on en revient toujours au même problème, on n'est pas souverain en étant dans l'Union Européenne car on est soumis aux mêmes normes les uns les autres et elles nous posent tous problème. Alors, certains vont me dire que certains accords dont je parlais actuellement étaient faisables sur les traités européens. Pas forcément. Déjà, ils sont énormément restrictifs en termes de politique générale, donc il y a très peu de compétences en fait qui nous restent à l'échelle nationale, et de plus, on ne force pas tous les pays européens à collaborer entre eux, on ne force pas 27 personnes à collaborer ensemble. On prend une partie qui veut bien collaborer, une collaboration, ça se base sur le volontariat, pas sur la force. De plus, par exemple, avons-nous, nous en tant que Belges, intérêt à travailler avec l'Albanie et la Macédoine? Je pense pas. Pourtant, ils vont rentrer dans l'Union Européenne. Alors maintenant, je vais essayer de vous compiler quelques arguments sur beaucoup de sujets dont on parle dans le débat, pour justement que vous puissiez expliquer à vos contradicteurs que non, ce ne sont plus des compétences nationales, mais justement, cela doit rentrer dans des compétences européennes, et c'est pour ça qu'il faut en sortir. Alors l'écologie. En matière agricole, les articles 32, 38 et 39 disent vouloir émettre une politique agricole commune entre les États membres et que son but est d'accroître la production et la compétitivité de cette même agriculture. Articles 26 et 119 prônent la circulation complète des mouvements de capitaux, des personnes et des marchandises. Et donc du coup l'article 119 prône également que la concurrence est libre, et l'article 28 interdit toute forme de taxe ou de droit de douane entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. TAFTA, CETA et Mercosur, tous ces traités de libre-échange sont proposés par la Commission, donc l'Union Européenne. Donc tous les partis politiques qui vous parlent de politique écologique en restant dans le cadre européen sont des menteurs, des cyniques ou des incompétents. Alors, l'économie. Favoriser nos entreprises par le protectionnisme, la priorité dans les marchés publics, la fin des normes européennes coûteuses, ce serait très bien en sortant de l'Union Européenne. Relancer l'inflation, l'économie et la croissance par l'arme monétaire, avoir une monnaie stable qui n'est pas soumise à Target 2 et aux pays du Sud qui risquent d'éclater l'euro, ce serait très bien en sortant de l'Union Européenne. Mais le problème, c'est que les délocalisations et la liberté de circulation des mouvements de capitaux permettent aussi l'évasion fiscale, comme l'expliquent les articles 25, 58 et 63 du TFUE. On est obligé d'emprunter de l'argent sur les marchés privés afin de financer notre dette, et ça, c'est marqué dans l'article 123 du TFUE. Alors du coup, en empruntant notre argent pour financer la dette d'État sur les marchés privés, ça veut dire que déjà, on a des intérêts sur notre dette au lieu d'avoir des emprunts 0% comme on les avait avant la zone euro. Et en fait, tout ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on se retrouve avec des intérêts de la dette qui sont parfois même plus chers que la dette elle-même. En sortant de l'article 28 et 32, on pourrait aussi engager un vrai protectionnisme économique et écologique en taxant les produits lointains qui détruisent nos artisans, commerçants et autres secteurs, en taxant nos concurrents comme le font tous les pays du monde. Je tiens à rappeler que la Corée du Sud, les États-Unis, même la Suisse, sont les champions du protectionnisme et on ne vient jamais leur chercher pou. Donc on peut pas protéger efficacement son économie quand on reste dans les traités européens. Donc tous ceux qui vous parlent de faire une économie qui fonctionne avec même parfois on vous parle de protectionnisme en restant dans le cadre européen, ça c'est stupide. C'est irresponsable, c'est soit être irresponsable, être un menteur ou un incompétent, comme je le répète encore depuis le début. Pour ce qui est du non-respect de la démocratie, c'est l'article 121 du TFUE qui encadre les grandes orientations de politiques économiques et donc elles sont proposées par la Commission. Alors certains vous diront qu'elles ne sont pas contraignantes, c'est vrai et faux à la fois, c'est-à-dire... En fait, c'est un principe de droit qu'on appelle la loi molle ou le soft law en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, une loi molle est une loi qui n'a pas d'effet juridiquement contraignant, c'est-à-dire que ce n'est pas marqué qu'elle est contraignante, mais elle aboutit quand même à avoir les effets qu'elle propose par effet de pression politique et sociale. Je pense notamment au pacte de Marrakech qui a été négocié dans ce but-là.
Car tout simplement, tous ceux qui vous disent que les grandes orientations politiques économiques ne sont pas contraignantes, d'accord, alors pourquoi est-ce que la Commission prendrait autant de temps à élaborer ces normes, et pourquoi est-ce qu'elle immobiliserait autant de spécialistes et autant d'économistes? Et pourquoi justement est-ce qu'une institution comme la Commission, qui est déconnectée des États membres théoriquement, car elle n'est pas sur le terrain, se permet de donner des conseils à ces mêmes États membres si ce truc n'est pas contraignant? Et s'il ne l'était pas, comment cela se fait-il que les 3/4 des réformes qui y sont présentes sont appliquées par les politiciens nationaux? Là, il faut m'expliquer. De plus, la gestion de l'euro confisque la démocratie, car tout simplement, on n'a plus accès à une arme régalienne principale qui permet toutes les innovations sociales et même compétitives et entrepreneuriales. Ça s'appelle la gestion de la monnaie. Sans la gestion de la monnaie, on peut absolument pas engager des politiques de relance, engager des politiques de dévaluation, engager n'importe quelle politique économique sans... Comment voulez-vous avoir une politique économique efficace et adaptée à votre pays quand vous êtes fixé sur des intérêts allemands? C'est pas possible. Et pour terminer sur cette histoire de non-respect de la démocratie, n'oublions pas que l'Union Européenne a un passif assez noir avec le non-respect des référendums en 2005 sur la Constitution européenne. Là, je vous ai compilé quelques arguments sur la démocratie, l'économie, l'écologie. C'est vrai qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus, notamment sur le système de santé, car faut pas oublier aussi que les traités européens poussent à la privatisation des services publics, car ils sont soumis au principe de libre concurrence, donc du coup, le principe de libre concurrence pousse la qualité des services publics vers le bas, car ils doivent être concurrentiels et rentables. Et on sait très bien dans l'histoire du monde qu'un service public n'est pas fait pour être rentable, il est plutôt là pour aider les classes populaires qui n'ont pas accès à un transport privé ou à des hôpitaux privés, etc. Et en fait, l'Union Européenne, dans sa vision néolibérale, voudrait que nous soyons tous des anglo-saxons, c'est-à-dire que, en gros, on devrait ne pas avoir accès à un service public de qualité, et on devrait plutôt accepter le fait de payer, je sais pas moi, 2800 € quand on fait venir une ambulance. C'est le cas par exemple aux États-Unis. Alors, je vous ai compilé quelques arguments sur quelques sujets, et maintenant je vais vous parler des caractéristiques nécessaires selon moi pour un futur mouvement politique qui doit défendre la sortie de l'Union Européenne. Alors, pour moi déjà, il faut créer un mouvement politique et non un parti politique. Pourquoi ? Car un mouvement politique déjà peut être temporaire, admettons on pourrait tout à fait concevoir l'idée de fédérer sur l'idée de la sortie de l'Union Européenne et de dissoudre le parti une fois la sortie faite, notamment le même principe que le Brexit Party de Nigel Farage. Et pourquoi mouvement politique? Car on pourrait permettre la double appartenance, ce qui permet une nouvelle fois de contrecarrer l'argument de la fermeture des partisans, du Brexit, qui sera utilisé par les médias traditionnels. On pourra tout à fait leur rétorquer que non, nous sommes un mouvement politique, on est ouvert à la double appartenance, vous pouvez être membre du Parti Socialiste et être membre du mouvement de défense de la sortie de l'Union Européenne, il n'y a aucun problème. De plus, à ce niveau-là, je trouve même que personnellement, c'est pas tellement grave d'avoir une double appartenance dans ce cadre-là. On peut tout à fait être membre du PS parce qu'on peut avoir un programme une fibre de centre-gauche économiquement et socialement, mais comprendre que on a besoin de notre monnaie nationale pour le faire. Et donc du coup, aussi défendre la sortie de l'Union Européenne. J'en connais même personnellement des gens comme ça. Il faut également pousser à la lancée d'un mouvement d'éducation populaire avec d'abord avec des supports vidéo, bien évidemment, ça c'est le plus simple et le moins coûteux, mais aussi des conférences, des débats, même pourquoi pas des ateliers de réflexion. On peut tout à fait imaginer plein de choses pour faire participer un maximum de gens. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Car déjà il faut créer un effet d'adhésion, ça c'est de fait. Un parti politique qui ne vient qu'une fois tous les mandats, vous présentez un programme avec des discours inspirés, c'est déjà moins motivant, tandis qu'un parti politique qui a de l'actualité régulièrement et qui essaye de vous amener vers lui, là du coup c'est beaucoup plus intéressant car on a l'impression qu'on peut monter dans le train en marche et qu'on peut apprendre et qu'on peut avancer dans les wagons pour arriver à la fin dans le wagon de tête. On pourrait même imaginer, pourquoi pas, et ça c'est un petit hommage que je rends à l'ancien parti communiste français, avoir des écoles internes dans ce parti politique. Alors non pas des écoles d'endoctrinement à expliquer qu'il faut réfléchir comme ça, non absolument pas. Ce sont des ateliers de rhétorique par exemple qui peuvent former. Au PCF, par exemple, on formait les gens à la rhétorique keynésienne, à la rhétorique communiste, en expliquant que on doit parler de collectivisation des moyens de production, etc. Et ces écoles politiques étaient très efficaces. Je tiens quand même à rappeler qu'un des plus grands dirigeants du Parti communiste français s'appelle Georges Marchais. À la base, c'est un ouvrier, je crois que c'était même un soudeur à la base. Maintenant, on n'a que des juristes. Des avocats et des hauts diplômés, ils ont une éloquence au niveau 0, et ils ont parfois même une défense argumentative et une défense même économique au niveau 0. Alors si un soudeur comme Georges Marchais dans les années 80 arrivait à mieux défendre son programme que des mecs qui sont diplômés de droit aujourd'hui, je pense que si on fait des écoles internes dans les partis politiques pour essayer de former les gens à la rhétorique, à l'argumentation, à la réflexion, on pourrait avoir des résultats du feu de Dieu. Autre aspect qu'on doit travailler, mais là, c'est un truc un peu plus sur le long terme,
Si le mouvement politique est assez évolué et a assez de gens compétents pour, on peut tout à fait imaginer de rentrer dans une rhétorique de contre-gouvernement, mais en le mettant assez en avant. Car d'une part, ça n'a jamais été fait en Belgique à ma connaissance, et de plus, ça peut donner un exemple de fermeté et de préparation au pouvoir. Alors, sur quoi se base un contre-gouvernement? Je vous explique. J'ai plusieurs personnes qui sont compétentes, par exemple, sur l'économie, une sur l'immigration, une sur les affaires européennes, etc. Et ben en fait, je suis le gouvernement belge, le nouveau gouvernement belge par exemple, et bah du coup j'élis une personne dans mon parti comme étant le premier ministre de mon gouvernement fantôme en fait. Et en fait le but de ce premier ministre du gouvernement fantôme c'est de suivre l'action du premier ministre du gouvernement en place et de la critiquer et de la déconstruire point par point. Et c'est pareil pour tous les gens que je vais nominer dans mon gouvernement fantôme. Et ça peut faire preuve justement de professionnalisme et même d'intéressement sur les questions d'État. Et voilà, du coup, je pense qu'avec ces quelques caractéristiques, ça peut donner un aspect très sérieux, donc contrecarrer l'argument de dire que ceux qui proposent la sortie de l'Union Européenne sont des hurluberlus, donc ce côté sérieux est présent, et puis en même temps un côté ouvert avec des écoles, comme je disais, avec des écoles de réflexion, même des universités d'été, des débats, des conférences vidéo, tout cela est à travailler, et je pense que tout cela est une stratégie de communication efficace pour un parti politique. Alors voilà, on a appliqué tout ce que j'ai dit précédemment, et nous sommes devenus majoritaires au Parlement fédéral, et donc nous pouvons décider d'à peu près tout. Et bah du coup, on décide de sortir de l'Union Européenne, et on va envoyer une lettre recommandée à la Commission. Mais quel article allons-nous activer? Or, certains vont défendre l'article 50, c'est vrai, ça c'est le point le plus défendu. Mais il y a un autre point, du coup, ces deux points constituent la première fracture chez les souverainistes. Il y a les défenseurs de l'article 50 d'un côté et les défenseurs de l'activation de la Convention du traité de Vienne sur le droit international de l'autre. Et là se situe le premier point. Or je vais aborder les deux traités et je vais vous donner leurs avantages et leurs inconvénients. Alors pour ce qui est de l'article 50 et ses avantages. Les modalités de sortie sont claires et en plus le Brexit aura légèrement montré la voie et du coup permis de montrer aux gens que c'est pas forcément l'apocalypse auquel on pouvait s'attendre. Et du coup en fait c'est vrai qu'avec l'expérience anglaise, en activant l'article 50, on pourra tout à fait voir comment ça se passe et même contrecarrer certains arguments de la Commission, certains fonctionnements politiciens. Donc ça, d'une part, ça peut nous aider. Secondement, le délai de 2 ans maximum de négociation, il est clair et techniquement, il n'est pas repoussable, sauf accord éventuel. Donc du coup, on peut tout à fait dire que si les négociations ne nous conviennent pas, on fait la politique de la chaise vide pendant 2 ans, on sera sorti automatiquement de l'Union Européenne. Et là, on va rentrer dans les problèmes de l'article 50. Alors, le souci avec l'article 50, c'est qu'il place le pays qui négocie en position de faiblesse. Pour plusieurs choses. Premièrement, de par la structure de négociation, il est en position de faiblesse car il ne prend pas part aux délibérations le concernant, alors que, juridiquement, il reste membre de l'Union pendant la négociation. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil européen négocie sans nous, alors que techniquement, on est toujours membre. Donc ça, déjà, ça peut être un problème. Deuxièmement, le délai de 2 ans est, politiquement, très, voire trop long. Car il peut tout simplement laisser le temps aux européistes de tout poil de laisser pourrir la situation et de provoquer la pagaille en invoquant des arguments stupides et entrer dans un projet de la peur qui risque de faire reculer l'électorat, voire de faire tomber le gouvernement qui négocie. Et là, ça peut poser problème et ça a même failli arriver aux Anglais. Et troisième point, le délai de 2 ans laisse le temps au marché de spéculer et de déstabiliser le pays, ce qui risque moins de se poser dans le cas de la Belgique, c'est vrai, car elle possédera toujours l'euro pendant le négoce. Donc c'est vrai qu'en fait, de notre côté, ce troisième point n'est pas tellement utile d'être souligné, car il n'y aura pas de spéculation ni d'évaluation éventuelle. Alors, la convention du traité de Vienne sur le droit international. Alors, le traité de Vienne encadre du coup le fonctionnement juridique des traités internationaux, comme l'indique son nom. Or c'est vrai que juridiquement, il serait possible de l'utiliser au lieu d'invoquer l'article 50. Le seul problème que j'ai avec ça, moi personnellement, et je pense même que beaucoup de gens peuvent l'avoir quand même, c'est que, à ma connaissance, aucun pays n'a utilisé la convention du traité de Vienne sur le droit international pour sortir d'une institution supranationale aussi évoluée que l'Union Européenne. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitive d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Article 61. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celle qui existait au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, article 62. Voilà, les articles qu'on peut utiliser pour sortir. Or, les avantages. Premièrement, il permet d'éviter les désavantages de l'article 50. Deuxièmement, c'est vrai que les articles de la Convention sont très clairs. Et troisièmement, la sortie est immédiate. Mais comme je disais, le gros problème avec cet article, et c'est la seule problématique que je lui ai trouvée, c'est que je pense pas qu'il y ait de passif ou de jurisprudence, car
À ma connaissance, aucun pays n'est sorti d'une institution supranationale en invoquant le traité de Vienne. Et là maintenant on en vient à ma proposition. Pourquoi ne pas activer les deux? Or pas simultanément. Moi je propose, tout simplement, d'utiliser l'article 50 déjà pour rester dans les clous, dans des clous clairs qui auront déjà été traversés par un autre pays, c'est-à-dire les Anglais. On active l'article 50, et puis là on voit comment se passent les négociations, si la commission est plutôt dans le win-win ou dans le lose-lose, comme on dirait dans un bon français. Alors là du coup, en fonction d'eux, on peut tout à fait voir, en fonction des négoces, si on active le traité de Vienne ou pas. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait le garder comme épée de Damoclès au-dessus de la négociation, et de dire, par exemple, admettons qu'on est face à une commission qui ne veut nous laisser aucune concession et qui veut nous tondre et nous ruiner en sortant de l'Union Européenne. On peut leur dire, écoutez les gars, ça nous va pas, on active le traité de Vienne et on se casse. Voilà. Ça peut être tout aussi simple que ça, et les deux stratégies ne s'opposent pas en fait, au final elles peuvent tout à fait se compléter. Il est évident qu'on va devoir parler de beaucoup de sujets pendant les négociations. Je ne saurais pas tous vous les détailler pour une chose. Au cas où vous ne le sauriez pas, je ne suis pas un attaché auprès du Premier ministre ou auprès du roi des Belges, donc c'est vrai que je n'ai pas connaissance de tous les dossiers qui vont se poser pendant les négociations. Mais je vais vous aborder quelques points qui vont nécessairement se poser quand même. Le Parlement européen se situe à Bruxelles, ça n'aurait échappé à personne, mais que se passera-t-il avec ce bâtiment si nous sortons? Le seul souci qui peut se poser par rapport à ça, au final, c'est le moment de l'évacuation des institutions européennes. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer qu'on les évacue dès l'activation de l'article 50, pour éviter justement une forme d'ingérence. Mais c'est vrai que la Commission pourrait nous rétorquer que même si on active l'article 50, on est considéré comme étant toujours membre, donc ça ne constitue pas une ingérence en elle-même. Donc en tout cas, dans tous les cas, c'est vrai que le Parlement européen sera de fait évacué après la sortie de l'Union européenne, en tout cas le jour de la sortie ou quelques jours avant. Car c'est vrai que là, ça constituerait déjà de 1 une ingérence totale, et de plus c'est un petit peu étrange d'avoir le Parlement d'un autre pays dans le nôtre. Déjà. Alors, les fonctionnaires belges qui travaillent auprès de la Commission, du Parlement et des institutions européennes seront rappelés en Belgique, voire réintégrés dans la fonction publique belge s'ils l'acceptent, et voir aussi s'il n'y a pas éventuellement des problèmes de conflit d'intérêts. Mais voilà, la question, au niveau des fonctionnaires, la question reste assez simple. Le problème pourra se poser étant donné que nous avons quand même pas mal d'étrangers qui exercent une activité professionnelle sur le territoire belge. Alors en fait, deux simples points et le problème est déjà réglé. Premier point, certains pourraient considérer qu'on doit les rebasculer sur l'ancien système de travail des étrangers, c'est-à-dire que, en gros, les ressortissants de l'Union Européenne devront faire une demande de visa de travail auprès du ministère du Travail de Belgique pour voir s'ils peuvent travailler sur le territoire. Donc même ceux qui ont un travail ici en Belgique devront peut-être faire une demande. Et deuxième point, là on pourrait tout à fait considérer que les ressortissants de l'Union Européenne en fait, sont un peu comme chez nous, sont un peu de chez nous, donc du coup on leur donne directement un visa de travail. Moi j'avoue que je serais plutôt d'avis d'un statut intermédiaire, c'est-à-dire qu'en gros les ressortissants de l'Union Européenne frontaliers, donc c'est-à-dire le Benelux avec la France, etc., on peut tout à fait leur accorder d'office un visa de travail. Je vois pas tellement le problème. Après pour ce qui est des autres pays européens, on peut tout à fait se poser la question. Alors, on peut être membre de l'espace Schengen sans être membre de l'Union Européenne. Alors, en quoi consiste l'espace Schengen? En gros, l'espace Schengen consiste à ne pas avoir de contrôle aux frontières avec les ressortissants de l'espace, c'est-à-dire qu'en gros, on n'aurait pas de contrôle aux frontières avec tous les gens autour de nous. Et en gros, on permet la libre circulation. Moi, je serais plutôt d'avis d'en sortir. Pourquoi? Car tout simplement, l'espace Schengen nous a montré dans l'histoire actuelle et récente qu'il était une menace assez conséquente pour notre sécurité nationale. Mais on peut tout à fait aussi imaginer une Belgique qui sort de l'Union Européenne mais qui reste membre de l'espace Schengen. Alors sur la production de billets, en fait c'est assez simple, on devra passer commande dans un autre pays. Pourquoi? Car la Banque Nationale de Belgique a arrêté sa production de billets depuis 2012, et depuis 2012 elle a revendu tout son matériel. Elle a d'ailleurs revendu une de ses dernières presses à papier, je pense qu'elle est partie en Angleterre. Alors, c'est vrai qu'en soi, le fait de passer commande, c'est pas tellement compliqué pour nous, étant donné que nos voisins français sont les leaders mondiaux en termes de production de billets. Je tiens quand même à rappeler, par exemple, avec l'affaire Arjo Wheeling, ils avaient quand même une des meilleures imprimeries de billets au monde. Bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que
on devra passer commande dans un pays étranger qui sera potentiellement un pays membre de l'Union Européenne, ce qui en termes de confidentialité, peut-être même en termes de stratégie politique, n'est peut-être pas génial. Donc je serais quand même plutôt d'avis à ce qu'on essaye de racheter quand même du matériel vendu pour commencer la production des billets pendant la négociation. En fait, pendant qu'on prépare la sortie de la zone euro, de ce point de vue-là, on recommence la production des billets. Aussi, va se poser une autre question d'un point de vue technique, à savoir si nos billets auront-ils le même papier que les billets en euros. S'ils n'ont pas le même papier, de fait, ils n'auront pas le même papier de toute façon, mais est-ce qu'ils auront plus ou moins le même papier? Est-ce qu'ils auront la même taille? Donc est-ce qu'il faudra refaire tous les distributeurs de billets ou pas? Il y aura plein d'autres détails techniques qu'on devra régler entre nous aussi pendant les négociations. Je précise qu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro, c'est-à-dire de la zone monétaire euro, dans les traités européens, même si c'est vrai que, d'après Marianne Denis, professeur de droit à l'ULB, il pourrait y avoir un protocole de sortie de la zone euro ajouté au traité européen, et celui-ci pourrait avoir en fait la même base juridique que le protocole accordé au Royaume-Uni sur la non-utilisation de l'euro. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc du coup, quand est-ce que va se passer la sortie de l'euro? La sortie effective? En fait, elle va se passer à la fin des négociations, c'est-à-dire maximum 2 ans. Mais du coup, se pose une autre question. Comment est-ce qu'on prépare la sortie de la zone monétaire? Et aussi, comment est-ce qu'on met en circulation les nouveaux billets? Comment est-ce qu'on met aux normes les machines aussi? Car les billets n'auront peut-être pas le même format, le même papier. Bref, il y a plein de questions d'ordre technique qui vont se poser. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi ne pas préparer la sortie de l'euro et le passage au nouveau franc belge avant la fin des négociations? Par exemple, l'ancien gouvernement italien de Giuseppe Conte avait préparé ce qu'on appelait un projet de mini-bot. Alors les mini-bots, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mesure de paiement fiscale. En gros, par exemple, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas émettre des mini-bots en Belgique? En gros, ça permettrait aux gens de régler leurs impôts sur les personnes physiques en mini-bot, les impôts sur les sociétés en mini-bot, et aussi les impôts communaux en mini-bot. Or, il n'y a pas de problème de valeur, étant donné que cette monnaie n'aurait pas de suite un cours réel, donc du coup, en fait, ce serait directement indexé sur l'euro au taux de 1 pour 1, donc pas de problème de valeur de ce côté-là. Et en plus, au moment de la sortie de la zone monétaire euro, ces mini-bots pourraient tout à fait servir de base de confiance pour lancer le nouveau franc belge et habituer les gens. Autre stratégie possible, que moi j'apprécie plutôt bien, mais c'est vrai qu'il faut voir si c'est possible de la mettre en pratique ou pas, c'est la stratégie de la monnaie régionale parallèle. Sur le même schéma que la monnaie locale complémentaire, et sous un argumentaire de favoriser les économies régionales, donc c'est-à-dire wallonne, flamande, germanophone et bruxelloise. Bon, c'est vrai qu'à l'exception près, on obligerait un petit peu les acteurs économiques à les accepter et les utiliser. Cette monnaie locale aurait la même valeur que l'euro, et sur base de cette monnaie locale complémentaire, on fusionnerait les 3 zones économiques après la fin des négociations de la sortie de l'Union Européenne. En fait, cette stratégie a 3 avantages. Elle permet de limiter les euros en circulation, déjà d'une part. Seconde part, elle évite les fuites de liquidités vers d'autres pays européens, car ce sont des monnaies locales parallèles, donc c'est un euro converti en une monnaie locale en fait. Et troisième point, elle favorise l'économie nationale et servira de base forte pour le nouveau franc belge. Après la sortie de l'euro, il faudra stabiliser le franc belge. Je serai pour un taux d'échange de 1 pour 1 avec l'euro et le nouveau franc belge. Et il faut rétablir de suite, après la fin des négociations, un contrôle des mouvements de capitaux pour éviter une nouvelle évasion fiscale et des délocalisations en flèche. Ce qui permettrait donc de remettre de l'argent dans les caisses et stabiliser le budget. Alors, les billets préalablement réimprimés du nouveau franc belge circulent à nouveau. Les gens échangent leur monnaie sans problème, car de toute façon, avec l'ère du numérique déjà, les sommes en euros peuvent être converties automatiquement numériquement par la banque dans laquelle on est membre. Donc là, le problème ne se pose pas. Évidemment, de l'emploi se crée dans beaucoup de secteurs publics, la police, l'armée, etc., car il faut recourir à une nouvelle souveraineté nationale, une nouvelle souveraineté sur le territoire et une nouvelle sécurité. Pour protéger les frontières, pour avoir une douane, etc., etc., tout le monde s'en doute. Mais au moment de la sortie, va se poser un autre problème, c'est celui de la consommation qui risque de baisser avec l'annonce de sortie de l'Union Européenne. Or, pour pallier à ce problème, il faut augmenter le salaire des Belges, afin d'éviter une baisse de la consommation et au contraire la relancer au maximum, et donc ça permettra de relancer la croissance comme je l'ai montré dans la précédente vidéo. On pourrait tout à fait faire ça via une refonte complète de l'impôt sur les personnes physiques en Belgique, car il compresse les classes moyennes et laborieuses. Je tiens quand même à rappeler que 75% de l'effort fiscal se base sur les classes moyennes en Belgique. Je suis également pour une mise en place d'un impôt sur les millionnaires en patrimoine, comme le propose le Parti du Travail de Belgique, avec évidemment, je tiens à le dire de suite, une exonération possible, et même souhaitée, par exemple auprès des indépendants. Par exemple, dans certaines professions, quand on est indépendant, en fait, il faut savoir que votre patrimoine personnel et votre patrimoine d'entreprise sont fusionnés. Donc du coup, c'est vrai que vous pouvez monter très vite
en hauteur de patrimoine, vous pouvez peut-être même être très vite millionnaire en patrimoine pour certaines professions, mais au final ne pas avoir grand-chose sur votre compte en banque au niveau de la rémunération. Donc du coup, on ferait le prorata entre ce qu'on peut considérer comme étant un avoir professionnel et un avoir personnel, et en fonction de ça, on diminuerait l'impôt. Je suis également pour une suppression des intérêts notionnels, et aussi une vraie application de l'impôt sur les entreprises en Belgique. Une autre proposition intéressante serait de créer un fonds d'investissement belge, c'est-à-dire qu'en gros, sur la même base que le fonds Carlyle, en utilisant du capital d'investissement, l'immobilier, les fonds de fonds, les fonds de pension, sur base de ça, en fait, on pourrait accorder des prêts aux entreprises belges, pour, elles, ça leur permettrait d'avoir des liquidités, donc de progresser dans leur économie personnelle, et nous, de garantir des revenus retraités déjà d'une part, et secondement, de défendre l'économie nationale. Le fonds Carlyle fait exactement la même chose, alors on va me rétorquer que le fonds Carlyle est un fonds privé, ce qui est vrai, mais il est énormément sous impulsion étatique. Je suis pour avoir le même fonctionnement en Belgique. On peut tout à fait même le créer sous le giron public au début pour contrôler d'où viennent les investissements, et puis après le privatiser, Je suis pas un soviétisant pro-public, Pourquoi réformer l'impôt sur les personnes physiques ? C'est très simple déjà, comme je l'ai dit précédemment, 75% de l'effort fiscal repose sur les classes moyennes en Belgique. Mais c'est vrai que c'est quoi être une classe moyenne en Belgique ? La notion de classe moyenne est quand même assez vague, on se situe entre 16 569 € et 44 192, ce qui est quand même très large comme tranche. D'où l'intérêt pour moi d'augmenter le nombre de tranches d'imposition, ce qui permettrait de lisser l'effort fiscal d'une part, et donc d'alléger les efforts des classes laborieuses et des classes moyennes, et de mieux répartir l'impôt. Car c'est vrai que les classes moyennes, elles ne sont concernées que par deux tranches d'impôt, celle de 40 et celle de 45%. Voilà ce que moi je propose personnellement comme nouvelle tranche d'impôt. Alors. De 6 801 à 8 350 € par an, 5%. 8 351 à 11 890 €, 8% d'impôt. 11 891 € à 14 400 €, donc nouveau franc belge, évidemment je parle au taux d'un pour un là. 11% d'impôt, donc ça constitue entre 566 € par mois et 1200 € par mois. Une tranche de 15% entre 1201 € par mois et 1400 € par mois. Une tranche de 20% entre 1401 € par mois et 1650 € par mois. Une tranche de 25% de 1651 € par mois à 2100 € par mois. Une tranche de 30% de 2101 à 2800 € par mois. Une tranche de 2801 à 3025 € par mois de 35%. Une de 40 à partir de 3026 € par mois à 3725 € par mois, une de 45% à 3726 à 4200 € par mois, une de 50% à 4200 € par mois à 7000 € par mois, une de 55% à 7001 € par mois et à 7500 € par mois, et une de 60% à partir de 7500 € par mois à 3725 € par mois, une de 45% à 3726 à 4200 € par mois, une de 50% à 4200 € par mois à 7000 € par mois, une de 55% à 7001 € par mois et à 7500 € par mois, et une de 60% à partir de 7500 € par mois. Voilà, par exemple, un correctif qui permet de diminuer une grosse partie de l'impôt sur les classes ouvrières et moyennes, et en même temps mieux le répartir. Alors, le seul problème qui pourra se poser, c'est éventuellement au niveau de la tranche de 55 et 60%, une des cours suprêmes pourrait m'expliquer que c'est trop confiscatoire, et du coup on pourrait la supprimer. Je pense pas réellement, mais bon, on verra bien. Mais il est vrai que je suis désolé, je peux pas tellement plus chiffrer cette réforme de l'impôt, car en fait les chiffres d'impôt sont très peu trouvables. J'arrive à trouver la masse totale perçue par l'État, mais j'arrive pas à la répartir en fonction des tranches. Désolé, si quelqu'un peut me trouver les sources, je serais très heureux de calculer ma réforme. Alors là, maintenant, je vais rentrer dans l'estimation des coûts de ce que je propose, car c'est vrai qu'il y a d'autres trucs dont j'ai pas parlé, et je vais vous donner en fait mon budget de relance. Alors, dans les rentrées qui vont se faire, la sortie de l'Union va rapporter 463 millions de nouveaux francs belges, la taxe des 1%, 8 milliards de nouveaux francs belges, les intérêts notionnels, donc la suppression, alors j'ai une version basse et une version haute, car il y a deux chiffres, la version basse rapporte 2,4 milliards, la version haute 4,2. Et pour ce qui est de l'endiguement de l'évasion fiscale avec le contrôle des mouvements de capitaux, je compte 5 milliards de rapportés dans la vision basse et 20 milliards dans la vision haute, à savoir que ça s'élève à 30 milliards à la base. Alors du coup, au total, dans la version basse de mes rentrées budgétaires, je suis à 15,86 milliards de nouveaux francs belges, et dans la version haute, je suis à 32,66 milliards de nouveaux francs belges. Pour ce qui est des dépenses, alors directement, il y a un transfuge de la politique agricole commune en politique nationale agricole. Car c'est vrai qu'il faudra financer nos agriculteurs, et donc du coup, dans la version basse, je propose de prendre le même budget que le budget européen, c'est-à-dire 4,2 milliards, sachant de fait que c'est pas assez. Bon, du coup, dans la version haute, je propose une dépense d'1 milliard de plus, c'est-à-dire 5,2. La réforme de l'impôt sur les personnes physiques pour booster les classes moyennes et laborieuses, je l'ai compté entre moins 5 et moins 8 milliards de nouveaux francs belges sur le budget.
C'est vrai que n'ayant pas suffisamment d'accès aux chiffres des cotisants par tranche d'impôt, je ne sais pas exactement comment répartir la solde. J'évalue un coût qui me semble plus ou moins réaliste. En sachant que je suis pour une augmentation de différentes tranches d'impôt, bah voilà quoi, on verra bien comment ça se passe aussi avec ça. Peut-être que ça rapportera peut-être même plus d'argent à l'État. Alors je suis pour une pension à minimum 1500 euros / nouveaux francs belges par mois. Pourquoi? Car déjà ça augmente la consommation et ça permet à nos retraités de vivre mieux. Donc du coup ça coûterait entre 2,1 milliards ou 2,8. 2,8 pourquoi? C'est si on élargit ça aux indépendants, car les indépendants ne sont pas sous le même régime de pension que les travailleurs normaux. De plus aussi, je suis pour qu'il n'y ait plus d'allocations sociales sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, pour ce qui est des revenus d'intégration sociale dans les centres publics d'action sociale, on a des rémunérations qui sont sous le seuil de pauvreté. Pour moi, c'est un non-sens de vivre sous le seuil de pauvreté quand on est censé être entretenu socialement. Donc du coup, en fait, ça coûterait 1,14 milliard de nouveaux francs belges, retour fiscal compris. Alors, le total du coup dans l'estimation du coût de mon budget. Version basse, 12,44 milliards, version haute, 16,94 milliards. Donc je suis au vert. On peut donc voir que mon budget tient la route en ayant au minimum 3,42 milliards d'euros de surplus, si on utilise la version plus basse du budget, mais je ne doute pas que la lutte contre l'évasion fiscale rapporte plus que ce que je prévois, et je ne doute pas non plus que les effets retour des réformes structurelles dues à la sortie de l'Union soient aussi plus positifs sur le budget, déjà avec une augmentation des recettes fiscales. Il est vrai que le déficit de l'État s'élève depuis peu à 10 milliards d'euros, mais déjà c'est dû aux affaires courantes après les élections fédérales de 2019, et de plus, les retombées économiques de notre sortie de l'Union Européenne vont créer des emplois, donc plus de contributions, plus de taxes touchées, donc de fait plus de rentrées fiscales, donc une diminution de ce même déficit budgétaire. On pourrait effectivement estimer que ma politique de relance est mal ciblée, car elle se concentre pas sur les TPE et PME prioritairement. Il est vrai qu'à la base, j'envisageais une baisse drastique de l'impôt sur les sociétés. Mais il faut reconnaître une chose, les entreprises en termes d'impôts sont loin d'être écrasées en Belgique. Et attention, là certains vont dire que je suis fou, je vais expliquer pourquoi. Sachant que le taux généralisé finira de passer de 33 à 20, voire 25% d'ici 2021, les entreprises auront de quoi faire. Mais bon, il est vrai que si le budget est excédentaire, je serai pour un maintien du taux général à 20% tout court pour tous les types d'entreprises. Sachant qu'elles devront toutes payer l'impôt avec une fiscalité normale, car ça je l'ai pas ajouté au budget, mais c'est vrai que les grosses entreprises, les multinationales qui sont présentes en Belgique ne payent pas d'impôts. Et c'est vrai que si on applique ça directement en gardant le même régime d'impôt, ça rapporterait 2,8 milliards de plus, donc mon budget serait encore mieux nourri que ce que je vous ai présenté maintenant. Bon, ça laisse encore une marge, quoi. Or, je reconnais que le but ici, en fait, est de redouer un nouveau contrat social. Les classes populaires ont longuement été pressurisées en Belgique, et très peu récompensées. Il est temps de les remercier pour avoir supporté les politiques d'austérité de la Commission, et de plus, je trouve que c'est pas une question de droite ou de gauche d'avoir un revenu sous le seuil de pauvreté, ni d'avoir une pension alignée sous le coût réel de la vie. C'est ni de droite ni de gauche de vouloir que toutes les entreprises, à commencer par les multinationales, payent leurs impôts. On aura besoin de fédérer une majorité dans notre projet de sortie, et je pense que pour cela, il faudra user de bon sens, ou par l'argent qui nous sera nécessaire pour stimuler notre économie. Il n'est pas dans la poche des retraités, ni des travailleurs précaires, ou des classes moyennes en déclassement. L'argent se trouve dans les cadeaux faits aux 1% de la population sur demande de la Commission européenne. Mais bon, ne vous méprenez pas, je reconnais qu'il y a d'autres problèmes aussi que les 1%. Ne serait-ce par exemple que la fraude sociale qui s'élèvera à 13 milliards d'euros, mais aussi le fonctionnement du marché du travail qui pourrait être flexibilisé, pourquoi pas. Mais là, dans le cas du Brexit, on n'aura pas le temps de se prendre la tête sur ces questions-là, on pourra le faire après, et on aura largement le temps de le faire avec les élections qui suivront. Bon, je pense avoir plus que fait le tour ces 2 derniers mois, mais c'est vrai qu'il y aura énormément de choses à redire sur le Brexit, et j'en parlerai quand même au fur et à mesure de l'existence de cette petite chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer dans ce que j'ai proposé, vous pouvez tout à fait le faire, et il y a aussi plein d'autres sujets dont on pourrait parler, la politique monétaire à mettre en place, l'armée, l'immigration, la politique du marché du travail. C'est vrai que tout ça sont des sujets de polémique importants, mais ils ne le sont pas avant qu'on sorte de l'Union Européenne. La priorité c'est de sortir, récupérer nos armes pour pouvoir traiter ces problèmes convenablement. Alors, qu'on soit pas d'accord sur la politique de relance, il n'y a pas de souci. Et je tiens même à vous dire personnellement que s'il y a un parti politique qui propose une politique de relance complètement autre que la mienne, mais qui propose de sortir de l'Union Européenne, je serais tout à fait pour voter pour ce parti-là, il n'y a aucun souci. Il faut fédérer autour de la sortie de l'Union Européenne, donc il paraît que la Belgique est un pays de consensus, peut-être qu'il y aura un consensus d'opposition pour former une majorité alternative pour sortir de l'Union Européenne, du moins je l'espère. J'espère aussi également que du coup les Anglais, en sortant, nous laisseront la porte ouverte et qu'on pourra y passer le pied avant qu'elle se ferme et s'échapper un petit peu de cette institution.